Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, je vous propose qu'on s'intéresse au festival Les Imaginales à Épinal. Deux invités sont avec nous pour cela. Gilles Francescano est depuis l'édition 2023 le directeur artistique du festival. Il est également illustrateur professionnel, mais a aussi, entre autres, fondé l'école ESA Games, une école consacrée aux jeux vidéo. À ses côtés, Véronique Barthes, ancienne professeure de lettres. Elle est la créatrice et la coordinatrice du prix Imaginal des lycéens. Une passionnée de lecture de tous les genres que nous allons découvrir pendant 26 minutes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Gilles, à quelques jours du lancement, au moment où on enregistre cette émission, est-ce que tout est prêt ? Tout est en cours d'être prêt, oui. Tout à fait. Alors on va voir ça dans quelques instants. On va détailler pendant 26 minutes une partie du programme ou tout du moins comment ça se passe, l'envers du décor. Une édition qui s'annonce encore intense, riche en rencontres, en moments d'échange et de partage. C'est aussi ça l'ADN du Festival des Imaginales. Ah, c'est surtout ça, je pense, oui. C'est surtout ça. C'est une fête quand même autour du livre et des humains derrière le livre. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend toujours ? On sait que c'est toujours un moment très attendu par les passionnés de science-fiction, mais pas que. On voit que ça s'étoffe d'année en année depuis la création. Alors, la science-fiction, la fantasy, l'horreur, le fantastique, tous ces genres qui nous font vibrer. Ce qu'on en attend, c'est effectivement la rencontre avec les auteurs et les autrices, quand même, qui nous font rêver. Les heures passées, je dirais, à lire. Elles nous ont tous marqués, et rencontrer l'auteur et l'autrice qui en est le responsable, c'est un honneur partagé, quoi, je dirais presque. C'est toujours un honneur et un bonheur partagé. Ouais. Véronique, depuis combien d'années vous côtoyez, vous connaissez le Festival des Imaginales ? Depuis la première édition, quand une de mes élèves m'a dit il va y avoir un festival qui est en train de se créer, j'ai dit je vais mettre mon petit nez là-dedans. Et là, tu parlais de partage, de rencontres, de découvertes. Je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien, à part les grands classiques de la science-fiction, qui ne m'avaient pas forcément emballé. C'est une littérature, quand même, je trouve, assez masculine aussi, qui était assez ardue, je trouvais. Et là, j'ai découvert des auteurs, j'ai pu discuter avec eux depuis le début. Et c'est vrai on attend ça avec impatience, en fait. Découvrir des bouquins, aller à l'aventure un petit peu, rencontrer des gens qu'on entend parler des livres, qui lisent des extraits, etc. Moi, j'ai été attrapée par ça. Donc il y avait des a priori au départ qui finalement se sont évaporés. Il y avait une curiosité, parce que je me suis dit, ça peut pas être que 1984, etc. Ça peut être quand même un peu autre chose. Et puis la BD aussi, il y avait ça. Et des auteurs étrangers aussi qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer tous les jours. Ça, c'était extraordinaire. Avec ma collègue, on a été complètement emballés. Ces a priori, Gilles, vous en avez déjà entendu parler oui, bien sûr. En fait, il y a que... Disons, en dehors même du festival, il n'y a que des a priori contre les littératures de genre. Parce qu'on est dans une société qui se dit cartésienne, entre guillemets, surtout, je dirais en France métropolitaine, on est quand même les rois là-dessus. Sauf que dans l'histoire qu'on nous a vendue, on oublie que Descartes, en fait, la méthode, elle vient de 3 rêves qu'il a fait. Et on oublie la partie rêvée. Et moi, avec le festival, ce qu'on s'évertue à faire, c'est ramener la partie rêvée, la ramener à son importance réelle, c'est-à-dire le rêve qui a fait l'imagination et qui fait le quotidien dans lequel on vit, parce que tous les objets qui nous entourent sont nés de l'imagination. Et des fois, c'est bien de le remettre un peu quand même au centre du village, ça, de ne pas oublier que c'est pas que de la fiction. Et donc ces a priori-là, effectivement, quand on parle de science-fiction, comme tu disais, quand on parle de fantasy, souvent la science-fiction, on nous dit « Ah mais moi je connais pas la science-fiction ». Mais tout le monde a lu de la science-fiction, tout le monde a lu Barjavel, tout le monde a lu, que ce soit le meilleur des mondes, que ce soit Huxley, que ce soit... même des fois, j'allais dire même Maurice Leblanc, on n'en est pas loin presque des fois de temps en temps. Toute cet imaginaire qui nous a nourri les générations précédentes et qui ont fait la société dans laquelle on vit. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Aujourd'hui, on retrouve, et encore plus aujourd'hui, on retrouve des concepts qui sont nés dans les textes de science-fiction après-guerre, quoi. Donc, vous dites parfois que pour vous, la science-fiction, c'est une littérature assez visionnaire. Elle est visionnaire, oui, dans le sens où... en fait, c'est... Moi, disons, je l'explique même statistiquement, en fait, simplement, parce que quand on a un auteur qui s'intéresse à ce qui nous entoure et qui prend le temps de penser à un sujet, et qui prend réellement le temps de penser à un sujet, statistiquement, il a toutes les chances de nous expliquer ce que sera réellement après-demain.
Et la preuve en est, par exemple, pour les derniers réfractaires, c'est par exemple la Red Team. Il y a quelques années, on a vu arriver tous les états-majors de l'armée française au Festival des Utopiales pour créer la Red Team. Et aujourd'hui, la Red Team fonctionne encore, est encore active. C'est-à-dire que c'est un groupe d'écrivains français de science-fiction qui travaillent main dans la main avec l'armée pour, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé la guerre du futur. La preuve en est que ces écrivains-là ont un impact réel dans notre quotidien. Et donc c'est quand même bien de les connaître et de s'y intéresser, quoi. Alors vous êtes directeur artistique pour la 2e année, vous connaissez très bien ce festival, parce que vous y êtes venu à de nombreuses reprises, peut-être même toutes les années. Toutes les années, sauf les dernières, c'est pour ça que je suis revenu là. Et en 2004, c'est vous qui avez réalisé le visuel de l'affiche, qu'on va voir dans quelques instants sur nos écrans. Qu'est-ce qu'elle vous inspire quand vous la revoyez, cette affiche? Elle a le même esprit que vous... quand vous l'avez créée? Déjà, elle me fait plaisir, parce que, bon, non pas que j'étais plus jeune et que j'avais des cheveux, c'est pas que ça, mais surtout, c'était un vrai cadeau pour moi quand la direction du festival m'a demandé cette affiche, parce que je connaissais le festival, et c'était les gens qui me faisaient rêver. Moi, quand j'étais petit, je rêvais, enfin, je lisais ces auteurs-là, et je rêvais d'être illustrateur de romans, en fait. Moi, l'apogée de ma carrière, c'était quand ma mère allait faire les courses à Carrefour ou à Auchan et me disait, elle m'appelait en disant, Gilles, j'ai vu tes couvertures de livres au Carrefour, quoi. C'était l'apogée de ma carrière. Bon, maintenant, on parle d'autre chose, c'est le festival. Mais je me serais arrêté là, j'aurais été déjà super content, quoi. Donc, l'affiche du festival, pour moi, ça reste un super bon souvenir pour ça, bien entendu. 2004, c'était 2004, Véronique. Cette affiche, vous vous en souvenez bien, je crois. Oui, je m'en souviens bien, parce que je me suis dit, en toute modestie, je me suis dit, mais c'est moi sur la barque. Parce que c'est le rôle du professeur, en fait. Pour moi, ça a été vraiment l'illustration, le rôle du prof. Alors, pas forcément en lien avec les Imaginales, mais avec tous ses livres, il va repêcher des bouquins, il les prend, il les conserve, il partage ses bonheurs de lecture. Et elle m'a vraiment bouleversée. 2004, Véronique, c'est aussi l'année de création du prix des lycéens, du prix Imaginal des lycéens, que vous avez créé. Avec une collègue. Avec une collègue, bien sûr. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce prix? Je crois que toutes les deux, on a été, comme je le disais tout à l'heure, très emballées par le festival. On s'est rendu compte qu'on ne connaissait rien, donc on a passé notre été à lire des bouquins. Je crois que j'ai dû en lire une 60aine, en me disant, mais c'est pas possible que j'ai laissé passer ça. Et puis après, progressivement, une fois ça a un petit peu digéré, il nous a fallu un ou 2 ans. Je crois qu'à la 3e édition du festival, on était invités à une soirée avec Pierre Pelot. Et puis, je sais pas, on avait peut-être bu une petite coupe de champagne de trop, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, et on s'est dit, et si on créait un prix pour les lycéens, pour faire entrer au lycée une culture, qui n'est pas dans les programmes, quoi. C'est ça, programme classique, évidemment, qu'on doit enseigner, pour que tout le monde ait la culture partagée. Mais ça, c'était autre chose. Et là, on s'est rendu compte que les élèves en savaient peut-être parfois plus que nous. On va rappeler le principe, le déroulé, comment ça se passe? Alors, le déroulé, la sélection est faite, donc les éditeurs envoient un jury de professeurs toute l'année qui précède, enfin ça se passait pas comme ça au début, mais maintenant c'est comme ça, les derniers livres parus, les derniers romans, fantasy, fantastique, science-fiction, steampunk, enfin des choses comme ça, des littératures de l'imaginaire dans toute leur palette. Ensuite, on arrête la sélection début septembre. Les lycées achètent les livres, les font tourner jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, les élèves votent après un certain nombre de cafés littéraires qui sont organisés dans les lycées. Chaque lycée est libre. Ils votent pour leur auteur préféré en lui attribuant un nombre de points en fonction du nombre de livres lus. Donc plus ils lisent, plus ils peuvent donner de points, effectivement. Et puis après, il y a un débat qui est organisé au lycée Lapic, toujours, parce que c'est là qu'a été créé ce prix. Et il reste deux finalistes, et là, il faut les départager. Donc il faut discuter en petits groupes. Donc on a des délégués qui viennent de tous les établissements qui peuvent se déplacer. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien d'établissements qui participent? Il y a une vingtaine d'établissements, depuis un certain nombre d'années, depuis une petite dizaine d'années. Il y a une vingtaine d'établissements, mais qui sont plus ou moins éloignés, ça dépend des années. Uniquement des établissements vosgiens? Ah non, au départ, c'était 3 établissements vosgiens. Après, ça a été l'Est, le Grand Est. Et puis maintenant, on a Paris, Aix-en-Provence,
Les Parisiens vont arriver d'ailleurs, on va leur faire une ovation superbe jeudi prochain. Voilà, donc il y a un débat. C'est le moment le plus intéressant pour les professeurs, parce que là, les élèves s'empoignent, ils se bagarrent, ils défendent leurs bouquins, ce qu'ils ne feraient jamais avec le programme. Évidemment, on ne les voit jamais comme ça en classe. Donc ça permet une ouverture et puis un échange. On parlait d'échange tout à l'heure du festival, on le retrouve aussi à ce moment-là. Ça permet d'argumenter, expliquer son point de vue, etc. Et toute cette rencontre entre les différents établissements, c'est très intéressant aussi. Et puis après, un lycée se charge de fabriquer un livre d'or et puis on remet tout ça au festival. Voilà, c'est des grands moments. Gilles, qu'est-ce que ça représente un prix quand on est auteur, quand on est illustrateur ? Déjà, l'émotion par rapport à ce que raconte Martine, par rapport à tous c'est Véronique. Excuse-moi. C'est pas grave. Par rapport à tous ces jeunes lecteurs, moi je trouve que c'est énorme, effectivement, le travail qui est fait autour du festival par rapport à ces prix. Et lorsque l'on est de l'autre côté, en fait, lorsqu'on le reçoit, en fait, bien entendu que c'est l'ovation, je dirais, comme tu dis, quand vous allez recevoir les Parisiens, c'est un peu le même effet par rapport à un auteur ou un illustrateur, une illustratrice qui reçoit un prix, parce que c'est un jalon donné par le public, que ce soit un prix professionnel ou un prix de lecteur, en fait. Et c'est toujours important, quelle que soit la taille du prix, quel que soit le montant du prix, quelle que soit la dotation du prix. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Et je crois qu'il y a un de vos des artistes locaux, c'est Charlie Lee qui dit. Charlie Lee, il est ben de Nancy. Charlie Couture qui dit que le but de tout ça, c'est de lever les bras devant son papa. Et on en est là, je crois. On peut en rester là, c'est déjà bien. On va poursuivre dans quelques instants, mais je vous propose juste qu'on regarde un reportage du côté de Saint-Dié-des-Vosges. Le livre sera encore le centre du sujet. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Thomas Herman. Un Tour de France sans effort musculaire qui sollicite juste l'imaginaire, c'est le Livrodrome. Cette manifestation culturelle se déroule dans toute la France et a fait de nouveau étape ce lundi à l'espace François Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges, après 2018 et 2019. Un salon littéraire en forme de parc d'attractions pour l'organisateur de l'événement qui entend bien révolutionner le genre. Le principe du Livrodrome, c'est de déambuler entre 15, 16, 17 dispositifs que j'appelle attractions. Donc vous avez des tatouages Molière, vous avez un salon numérique, vous avez des cabines d'ordonnance littéraire, vous avez des escape games littéraires, vous avez des transats de lecture. Simplement, ce que je pense, c'est qu'il est important de réinventer un peu les modes d'accès aux livres. Collégiens et lycéens sont ainsi accueillis toute la journée sur les différentes attractions pour éveiller leur esprit aux différentes approches du livre qu'ils pratiquent avec plus ou moins d'assiduité. De la romance, du fantastique, de la fantaisie, de l'aventure et de la science-fiction. Tu lis Pas trop, mais là c'était l'occasion un peu de regarder. Je préfère les romans parce qu'il y a des histoires et ça s'échappe de la réalité. Je préfère par exemple Jules Verne, 20 milieux sous les mers, il était incroyable ce livre. Pour d'autres, le livre, au-delà d'être un objet, reste surtout un moyen de se divertir autrement qu'avec des écrans. Les jeunes nous disent passer 3h50 en moyenne par jour sur les écrans contre 3h17 par semaine sur les livres. Alors ça va peut-être faire rire, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'un auteur c'est forcément quelqu'un de mort. Un auteur il a son univers, il n'est pas forcément vieux, il est jeune, il a peut-être nos âges et il développe un univers qui peut être aussi tout enthousiasmant que des réseaux sociaux ou qu'un jeu vidéo. Quel constat on fait sur la lecture chez les jeunes aujourd'hui? On voit, alors il y en a certains qui lisent des classiques, d'autres qui découvrent, ou en tout cas qui ne côtoient pas beaucoup les livres, hormis ceux qui sont imposés au lycée ou au collège. Véronique, quel constat vous faites? Quel constat je peux faire? Je me rends compte que les élèves ont moins le temps de lire. Je ne pense pas que c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de lire, c'est parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils sont sur les écrans. Donc ils prennent moins le temps. Donc ils prennent moins le temps, ils ont autre chose à faire, c'est tout. Donc, mais sinon, les fans de lecture sont toujours dans les clubs des Imaginales, ce sont de grands lecteurs. Parfois, en janvier, ils ont lu les 5 bouquins, quand même. Puis d'autres traînent. Mais en fait, ils sont peut-être un peu moins exigeants qu'avant. Les 10 premières années, on avait des lecteurs très, très exigeants. Il fallait que ça soit bien écrit, original, etc. Maintenant, on va plus vers une littérature un peu plus facile. Et puis, il faut dire la production aussi va dans ce sens. C'est pas plus mal. L'essentiel, c'est qu'ils lisent et puis que les aventures leur plaisent. Voilà. Alors, on parle des écrans, on entend parler des écrans forcément dans le reportage.
des temps d'écran importants. Alors c'est comme pour tout, il faut trouver un bon équilibre, il ne faut pas bannir complètement, j'imagine. Gilles, quand on a créé une école de jeux vidéo, qu'on est encore dans le monde du jeu vidéo, forcément on ne peut pas tout bannir, mais il faut trouver le bon équilibre. De toute façon, l'idée, c'est l'équilibre, bien entendu, parce que même je dirais un fan et un passionné de lecture qui en devient un peu trop, humainement, ça devient juste un peu trop, quoi, en fait. Donc, non, bien sûr, l'équilibre entre l'écran et le livre. Moi, je me rappelle toujours la guerre qu'il y avait eu à la sortie des liseuses, en fait, en disant c'est la fin du livre et autres. Et là, en fait, pas du tout. Pas du tout. On voit bien les productions. Je crois que ça reste des outils, ça reste des supports. Par rapport aux jeux vidéo ou à tout ce qui est effectivement écran, c'est quand même un autre, j'allais dire un autre combat, même si on ne va pas parler de combat tout de suite. Peut-être que ça viendra, mais en tous les cas, on n'y est pas encore. Mais effectivement, ce temps consacré à autre chose qu'à la lecture s'enlève de quelque chose forcément. L'addiction aux jeux vidéo, ça, bon, elle est indéniable. Il y a quand même des troubles qui sont il me semble qu'il y a plus de troubles faits par les écrans et les applications que par le livre, on va dire, il me semble. Donc à partir de là, effectivement, on peut être quand même un petit peu méfiant et être un petit peu prudent sur l'évolution de tout ça. Mais ouais, moi, ce que je trouve important, c'est que justement, avec un prix qui n'est pas scolaire, et où il n'y a pas de notes, il n'y a pas de choses comme ça, on n'est pas en train de bosser pour le bac, à apprendre par cœur des choses, on peut réintégrer le livre papier, puisque dans les cours aussi maintenant, ils ont des ordinateurs, voilà, ils ont des tablettes. Et là, le livre lui-même, quand on remet les bouquins en début d'année, à la PIC, on fait toujours une petite cérémonie, officielle. On remet les bouquins, mais ils se jettent dessus. Et ça parce que l'objet reste encore très important. Ça m'a toujours fasciné, ça, me dire, mais il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Même si c'est pas forcément de bons lecteurs, mais il y a l'objet, quoi. C'est comme un cadeau, enfin, c'est extraordinaire. Puis à la fin, on les donne à la fin du festival, quoi. Parce que sinon les étagères seraient remplies au CDI. Nos CDI se vident. Il y a de plus en plus d'ordinateurs, il y a de moins en moins de livres. Mais ceux-là, je sais pas, je trouve qu'il faut tenir bon, quoi. Il faut tenir bon, mais tout en laissant peut-être la place à l'image qui a son importance aussi dans une ville comme la nôtre. On va justement parler de la fête des images, qui est aussi maintenant liée au Festival des Imaginales. L'idée, c'était d'apporter une diversité, de montrer qu'on pouvait rentrer par un autre biais dans ce festival, Gilles. Bien sûr, puisque en fait, c'est vrai que quand on parle de l'objet, moi je reviens forcément à ma première carrière en tant qu'illustrateur. Pour moi, l'objet livre, il était important parce que la couverture qu'on me demandait de faire, c'était pour embellir cet objet livre. Et ça reste un ensemble, en fait, quelque chose de cohérent entre l'image qui va être utilisée et le texte à l'intérieur. Et l'idée, sur la fête des images et un petit peu toutes les activités annexes qui peuvent se greffer autour du livre dans le cadre du festival, c'est toujours la même idée. C'est effectivement créer des entrées pour ramener vers le livre, parce que la fête des images s'inspire de l'œuvre littéraire, ou va s'inspirer de l'œuvre d'une illustratrice comme cette année, puisque cette année le travail de mapping se sera fait autour de l'illustratrice de l'affiche. Donc c'est ramené par un biais différent vers l'intérêt du livre, et qui ne soit pas que divertissement, mais qui soit quand même axé sur l'imaginaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir à Épinal une fête de l'imagination de 9h à 2h du matin. On va parler du thème de ce festival de cette année. Comment il est choisi, ce thème ? Est-ce que c'est un groupe ? Est-ce que c'est vous ? Comment, en tant que directeur artistique, comment il est choisi, ce thème ? Donc on va le rappeler, Memento Mori cette année. Alors Memento Mori cette année, en fait, je dirais, c'est une idée suggérée par moi au départ, parce qu'il faut qu'elle soit aussi bien accueillie. En premier, accueillie par l'équipe. Donc ensuite on en parle entre nous, voir comment ça peut être présenté, et je dirais quels sont un petit peu les agrégats qui vont pouvoir se faire autour pour nourrir les différents secteurs du festival. Et là donc en l'occurrence effectivement ce thème qui pour moi me tenait à cœur, alors parce que le Memento Mori, moi auquel je pense, c'est vraiment le souviens-toi que tu meurs, donc profite de chaque instant, mais pas d'une manière trop triste, et ni non plus va faire la fête du festival toute la nuit, quoi. C'est pas l'idée non plus, c'est pas l'idée de griller la chandelle par les deux bouts, mais fais de chaque instant un délice et prends soin de cet instant-là simplement. Et donc l'idée, c'est de le retrouver au sein des débats avec les auteurs, les autrices,
Et moi, depuis l'année passée, en fait, j'ai voulu confronter la fiction, alors, enfin, ce qu'on peut appeler couramment la fiction dans ce genre de littérature, avec ce qui se passe dans le monde réel, avec des universitaires, des chercheurs qui vont travailler sur le thème. Et je me disais, mais tiens, c'est quand même étrange, parce qu'on est au Festival des Imaginaires, on est à Épinal, on est aux Imaginales, on a des auteurs et des autrices qui vont parler de magie toute la journée, qui vont parler du petit peuple, qui vont parler de fantômes, qui vont parler d'apparitions. Et à côté de ça, en fait, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, quoi. Et est-ce que si on pouvait les confronter un petit peu, alors je dis pas, peut-être qu'on aura des solutions, peut-être qu'on va avoir des réponses lors de tables rondes, je ne sais pas, mais en tous les cas, au moins des questions. Sur le thème de la mort, bien entendu, au départ, il peut très bien être un peu glaçant, mais l'idée, c'est d'aller un petit peu au-delà, d'aller voir qu'est-ce qui se fait autour, quelles sont les découvertes, quelles sont les recherches qui peuvent être faites, et puis quelles sont aussi les traditions, hein, qu'est-ce qu'on en fait dans le folklore, qu'est-ce qu'on en fait dans la vie en général pour s'en accommoder. Et donc cette année, on a des auteurs qui viennent, par exemple, et qui vont être sur des tables rondes avec des chercheurs qui travaillent, par exemple, sur la survie du cerveau après la mort, ou Renaud Ivrard avec les expériences de mort imminente, des choses comme ça. Donc c'est des petites choses que l'on retrouve dans la fiction de l'imaginaire, et là, on va le retrouver au sein des discussions. Donc moi, j'ai hâte de me libérer pour écouter quelques tables rondes. Ce thème, est-ce qu'il vous inspire? Qu'est-ce qui vous vient quand vous l'avez entendu? Quand j'écoute Gilles, oui, je vois bien dans quelle optique. Pour moi, c'est empreint aussi de gravité. C'est-à-dire que pour moi, ça se rapproche aussi du sens de la vie. C'est-à-dire, si je dois mourir, comment dois-je gérer ma vie? Comment je dois faire ma vie? J'aime bien le voilà. si. Oui, parce que qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui meurt en nous? Qu'est-ce qu'on laisse? Ça pose le problème de la trace pour moi, de la trace qu'on laisse, et les écrivains laissent une trace éternelle, voilà. Et je trouve que c'est un thème vraiment très intéressant. Puis de toute façon, en fantaisie, dans le fantastique, dans la littérature d'horreur, etc., on n'arrête pas de fricoter avec la mort, hein. C'est évident. Alors, vous parlez des auteurs, Gilles, 180 cette année, c'est un record, je crois. Alors c'est effectivement un record. Il n'y a jamais eu autant d'invités au Festival des Imaginales depuis la création du festival. Là, je fais un clin d'œil à nos partenaires libraires qui, effectivement, excusez-moi d'avance, mais effectivement, oui, non, ça va être une belle table. Comment se fait le choix? À un moment, il faut arbitrer, il faut stopper à 180. Alors oui, il faut stopper parce qu'on aurait envie que ça grossisse encore. Et on se dit, tiens, on va faire ça sur une semaine. Enfin, pourquoi pas? Peut-être je lance une piste, on verra bien. Mais non, l'idée, bien entendu, c'est déjà le thème est le dénominateur commun, en fait. Hein. Il y a déjà ça qui, pour moi, reste dans le choix des auteurs, dans le choix des autrices qu'on va contacter. Ça va rester prégnant. Après, au gré des actualités, bien entendu, hein, parce que les éditeurs sont aussi force de proposition, bien entendu. Hein. Je ne peux pas tout lire, l'équipe ne peut pas tout lire, et même si c'est qu'une équipe de passionnés, j'apprends d'eux aussi, hein, puisque de toute façon, j'ai envie de dire que je ne suis que la tête de proue, hein, de tout ce navire. Et donc, il y a tous les machinistes, je dirais, qui œuvrent là derrière, et donc qui proposent autant des auteurs, des autrices, que des thèmes, que des sujets de table ronde, avec le pôle histoire. Enfin, tout se recoupe pour faire ce qui va arriver dans très peu de temps sur le parc du Cours. Alors, des expositions, des rencontres, des échanges, des tables rondes. Quels vont être les temps forts de ces quelques jours de festival? Si vous deviez en citer quelques-uns, lesquels se mettriez-vous en avant? Alors, pour garder, entre guillemets, l'ADN habituel du festival, puisque celle-ci, il fallait la garder, la renforcer, et puis parce que ça reste quand même le cœur du sujet, reste le livre. Donc, il y a la bulle du livre, effectivement, avec toutes ces dédicaces en permanence, avec ces auteurs et ces autrices, j'ai envie de dire à disposition, même s'ils ne vont pas aimer du tout ce terme-là. Les expositions, donc, dont la première, entre guillemets, qui pour moi est comme je reprenais la figure de la proue, là, comme ça, l'image du festival, c'est l'affiche, puisque avec donc une exposition consacrée à l'illustratrice Daria Schmidt, dans ce bel écrin de la BMI, donc la BMI qui ouvre ses portes pour laisser cette exposition donc, du 18 mai au 18 juin, donc en présence de l'autrice qui sera là, donc l'illustratrice qui fait autant de livres hein, que d'images, donc c'est une autrice vraiment complète. Et donc elle sera sur les tables rondes régulièrement.
Et donc des grosses expositions dans le parc du Cours, des expositions à la Maison du Bailly, des expositions aussi à la Maison de l'Habitat au département. Et donc tout ça pour faire une belle synergie entre les rencontres, les dédicaces, les temps forts. Les temps forts, on en a quelques-uns d'intéressants cette édition-là. On a le bal des vampires avec Victor Dixon, on a le bal des vampirettes et des petits vampires un petit peu de temps avant, le samedi après-midi, parce que nous avons un petit peu essayé de développer l'espace jeunesse. Et l'espace jeunesse, quand on est à Épinal, on ne peut pas s'occuper d'espace jeunesse sans s'adresser aux maîtres et aux maîtres et aux maîtresses de l'espace jeunesse, à savoir le Zin Grenadine. Le Zin Grenadine qui nous a fait le plaisir de venir s'occuper, entre guillemets, et investir cet espace jeunesse. Alors, je ne leur ai pas demandé de s'habiller en noir et noir, donc ils ont gardé leur couleur chaleureuse et leur enthousiasme, et j'espère ça va être une belle fête autour de ça. Et pour la deuxième année, on s'est associé à Seine-Vosges, en fait, l'année passée, ils se sont occupés de l'accueil du spectacle de Bernard Werber, et cette année, donc, ils vont s'occuper de celui de Alain Damasio, enfin, qui a été fait autour de l'œuvre Les Furtifs de Alain Damasio, par Roland Furieux, la compagnie Roland Furieux, donc l'oratorio des Furtifs qui aura lieu le samedi soir, en fait. Donc voilà, il y a quelques gros temps qui jalonnent le festival pour une belle fête sous le soleil, j'espère. Ça, c'est autre chose. Il nous reste quelques secondes, quelques minutes, une minute peut-être. Véronique, qu'est-ce que vous attendez de ce festival et quand est-ce que sera remis le prix des lycéens ? Alors, le prix des lycéens sera remis donc jeudi, donc en 2 fois, parce que les élèves sont trop nombreux. Hein, ils sont, je sais pas, 500, 600, je ne sais pas exactement. Donc, il faut faire 2 remises et deux cafés littéraires pour les 4 auteurs qui n'ont pas gagné le prix et que les élèves veulent rencontrer parce qu'ils n'ont pas forcément voté pour le lauréat. Donc, ça, c'est tout le jeudi, quoi. Le festival appartient aux têtes blondes. Hein. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'attends ? Moi, c'est de retrouver Alain Damasio, hein, qui a gagné le prix Imaginal des lycéens en 2006, c'était la 2e année, et dont j'ai adoré La Horde du Contrevent, et j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Et c'est vraiment un auteur qui fait réfléchir. Voilà, c'est ça. C'est ça ce que vous attendez. Gilles, on va conclure ensemble. 45 000 visiteurs l'an passé, à peu près. Est-ce qu'il faudra en avoir plus pour dire que c'est une édition réussie, ou même s'il y en a moins, quels sont les éléments qui font que c'est une édition réussie ? Alors là, c'est une bonne question, mais je n'irai pas dans ce sens de l'affluence. Non, moi, c'est l'ambiance. L'année passée, un collaborateur m'a dit « Je n'y crois pas du tout, mais il y a une autre aura sur ce festival. » Donc j'espère qu'on va la retrouver cette année, et avec, bien sûr, d'aussi nombreux et d'aussi nombreuses artistes. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Très bon festival à vous. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Bouche Télé. À bientôt.